Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui dans la découverte pour une découverte d'animé de la saison octobre. Alors oui, vous avez remarqué, on n'a pas sorti de vidéo récapitulative des sorties de cette nouvelle saison automne 2023 sur le chef Otaku parce que en fait, pour être tout à fait honnête, on a complètement oublié, mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une des sorties assez attendues de cette saison. Je parle bien sûr de l'épisode 1 de Shangri-La Frontière, dont le manga en français est édité chez Glénat. Et j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. D'ailleurs, je crois que j'ai toute la série, hein, mais j'ai pas tout lu encore. Donc j'ai beaucoup apprécié cet épisode, donc on va en parler. Oui. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Shangri-La Frontière, je vais proposer un petit résumax des familles. Alors Shangri-La Frontière raconte l'histoire d'un jeune adolescent, un jeune lycéen, qui a pour pseudonyme Sunraku, ou Sunraku dans tous les jeux qu'il fait. Alors c'est dans un monde, un Japon plus ou moins futuriste, où les jeux de console classiques ont disparu pour laisser place aux jeux en réalité virtuelle. Bon, le concept, tu mets un casque, et puis ça fait un peu comme dans Sword Art Online, tu te retrouves propulsé dans un monde virtuel, en réalité augmentée, 3D, tu peux te mouvoir, te déplacer, voilà, tout le monde a le concept, hein, c'est un peu comme dans Ready Player One, pour avoir une référence un peu plus pop culture générale, ou Matrix, un peu dans le même délire aussi. Voilà, et donc le gars, son truc à lui, c'est de jouer à des jeux pourris, des jeux mal faits. On pourrait dire que c'est un peu un espèce de joueur du grenier du futur, c'est-à-dire qu'il joue que les jeux buggés, les jeux nuls, et son kiff à lui, c'est de réussir à finir ses jeux, à battre ses jeux, malgré tous les bugs, de comprendre tous les mécanismes de jeu, tout ce qui déconne, et de réussir quand même à finir le jeu dans sa totalité, malgré les bugs, et surtout, plus c'est buggé, plus c'est infinissable, plus il kiffe le gars, donc il a passé toute sa carrière de gamer en mode réalité virtuelle à finir des jeux interminables, mal faits, où tu peux pas bien bouger, où il y a des bugs partout, voilà. D'ailleurs, la scène d'ouverture est très drôle, hein. C'est-à-dire que le gars, il a un masque de catcheur, il est en slip, et il bat un dragon millénaire de ouf. Et puis il y a la princesse Elle qui fait « Oh merci, tu m'as sauvé !» Et lui, il profite du générique pour lui éclater la tronche, parce qu'il peut pas la saquer, c'est à cause d'elle que le jeu est pourri. C'était très très drôle pour une scène d'ouverture, complètement absurde. On apprend plus tard dans l'épisode qu'en fait, il avait cette tenue-là parce que c'était le seul moyen d'accéder au dernier niveau, c'était d'avoir une tenue pourrie. C'est n'importe quoi, ça montre à quel point le jeu était pas bien. Et bref, et donc bah, il s'ennuie parce qu'il a enfin battu la bouse ultime et il s'ennuie et du coup ben, il essaye de trouver un nouveau jeu et la vendeuse de jeux lui propose bah, plutôt de jouer à des boosts, de jouer au meilleur jeu du moment qui s'appelle Shangri-La Frontière et du coup ben, il va tester ses skills de gamer de boost dans un jeu vraiment bien fait et on constate assez vite dans le premier épisode qu'en fait il a tellement l'habitude de jouer avec les mains dans le dos, on va dire, que quand il arrive dans un jeu qui fonctionne, où il n'y a pas de bug, où tout va bien, et ben en fait le gars est très fort de chez Balèze, et il redécouvre un peu le plaisir de jouer, la découverte d'un nouvel univers, et voilà, c'est ça. Et en parallèle à ça, bah, il y a une fille au lycée qui est un peu amoureuse de lui secrètement et qui essaye de se rapprocher de lui. Et on devine assez vite qu'elle va se mettre elle-même dans le jeu pour essayer de se rapprocher de lui par rapport à sa passion. Alors le premier épisode était franchement très bien. Alors il y en a qui vont me dire ouais t'aimes ça alors que c'est un isekai. Non, c'est pas un isekai pour le coup dans la définition stricto sensu d'un isekai, ce n'est pas un isekai. Il est dans un monde virtuel, il n'est pas dans un autre monde. Pour moi, Shangri-La Frontière, même si il ressemble forcément à un isekai pour le côté heroic fantasy, JRPG, le côté jeu vidéo forcément parce que c'est le sujet. C'est pas un isekai, c'est pas un mec qui s'enferme dans les jeux vidéo uniquement pour vivre des aventures et oublier sa vie monotone et pourrie et qui souhaiterait se réincarner dans un autre monde comme un échappatoire. Le gars, ça a l'air d'être un mec en place, c'est pas un no-life, c'est un gamer qui a l'air plutôt cool. D'ailleurs, il y a des meufs mignonnes qui lui courent après. Le gars a aucune raison d'échapper. Il n'est pas dans la fuite dans le jeu vidéo. Le gars, c'est juste un passionné de gameplay. D'ailleurs, il se met dans des jeux méga compliqués d'habitude. C'est pour te dire qu'il a une vie cool, en vrai. Donc, on n'est pas dans ce cliché-là. Pour moi, c'est un manga, parce que j'ai lu les deux premiers tomes il y a un petit moment, hein, quand même, que je les ai lus. Pour moi, c'est un manga qui parle de la passion du jeu vidéo.
On n'est pas dans la fuite en avant dans un autre monde pour se faire une meilleure vie alors que le réel n'est pas intéressant. On n'est pas dans ce truc-là. Même s'il y a une réplique dans l'épisode où il dit ah, c'est pas dans la vraie vie que je ressentirai cette exaltation de découvrir un nouvel univers. Ça veut pas dire qu'il s'ennuie dans sa vie, ça veut dire qu'il profite du jeu vidéo pour vivre un truc qu'il ne pourrait pas vivre dans le réel. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une nuance, il y a une nuance. Et donc, et bah du coup, tu suis un gars qui redécouvre sa passion, qui redécouvre vraiment une passion pour le jeu vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est un manga sur le jeu vidéo. C'est pas un manga sur un autre monde, c'est un manga sur le jeu vidéo, sur les mécaniques de jeux vidéo, sur ce qui fait qu'on aime jouer à des jeux, sur des mécaniques qui sont intéressantes de jeu, de l'expérience de joueur. Alors moi, je suis pas un gros gamer, hein, attention, mais j'ai pu me retrouver dans certains trucs, malgré tout, dans l'épisode. Sans compter que l'animation est vraiment très réussie. Après, c'est un premier épisode, on a l'habitude avec les Japonais, le premier épisode envoie toujours du pâté. Hein, la plupart du temps, on se souvient de Blue Lock, premier épisode incroyable, et plus on avançait dans la saison, plus c'était du diaporama. C'était quand même cool Blue Lock, mais on voyait le diaporama arriver. Là, pour le coup, ils ont l'air d'avoir vraiment mis le paquet pour le premier épisode, c'est vraiment très très bien fait, c'est très coloré, très chaleureux, l'opening est très réussi aussi, il y a vraiment j'ai eu une poussée d'adrénaline devant l'épisode. Un épisode qui n'a pas de vraies péripéties, qui n'a pas de vrais enjeux en réalité. On suit juste un mec qui joue à une partie. Mais il a une passion, une joie communicative par rapport à sa passion. Tu vois, et ça, ils sont très forts les Japonais pour ça, parce que des fois tu regardes des animés sur des mecs, la passion c'est de cuire des pâtes, et ben t'es enjaillé, tu dis oh les pâtes elles sont trop bien cuites, j'ai trop envie de goûter, tu vois, il se passe rien, il y a pas d'enjeu, il y a pas de truc, mais quand même t'es pris dedans et c'est communicatif et t'as limite t'as envie de jouer après, tu vois, t'as envie d'essayer le jeu, franchement ça fonctionne plutôt bien. Il y a le délire où c'est expliqué pourquoi il a une tête d'oiseau et tout, c'est pas juste, bon j'imagine que c'est un délire pour rendre le personnage reconnaissable et particulier. Mais il y a tout un délire derrière qui est plutôt sympathique. C'est le côté, on a tous fait déjà un personnage au look random en jouant à un jeu. On appuie sur aléatoire et vas-y, on tente le jeu. On passe le prologue parce qu'on s'en fiche de l'histoire, ce qu'on veut c'est jouer. On a tous fait ça à un moment donné, donc on se reconnaît vraiment dans sa manière de jouer et c'est plutôt cool. Donc pour moi, vraiment, c'est un animé. On va y voir. Comment dire, c'est un animé pour l'instant, dans ce que j'avais lu, qui parlait vraiment de la passion du jeu vidéo et de l'expérience de jeu vidéo. Bon, là où je pose la question, c'est de voir sur la longueur, est-ce que ça va suffire à faire une histoire? Il va falloir étoffer ça, parce qu'au bout d'un moment, ok, la passion du jeu vidéo, on a compris, il va falloir étoffer ça. Bon, on a des pistes hein, déjà qui montrent que ça peut être étoffé. On voit bien que la fille qui crush sur lui, ouais, j'ai 30 ans et j'utilise le mot crush, c'est pas honteux? Si, c'est honteux. Qui crush sur lui, oh, je me fais honte. Va se mettre, on comprend très vite qu'elle va se mettre au jeu vidéo et essayer de se rapprocher de lui par rapport à cette passion. Donc il va avoir peut-être comment dire, des thématiques autour du jeu vidéo, comme quoi ça peut être aussi le moyen de se faire des amis et de peut-être aussi de s'exprimer réellement. On a tous une personnalité différente en ligne que dans la vraie vie. Par exemple. Donc ça peut être intéressant d'exprimer ça à travers le jeu vidéo, ça peut être intéressant aussi d'expliquer le côté social du jeu vidéo qui peut être super intéressant. On verra dans la suite. Là où j'ai un peu peur, c'est les péripéties in-game, pour dire comment mettre de la tension, parce qu'on sait que c'est factice, on sait que c'est virtuel, on sait que les personnages qui meurent ne meurent pas vraiment, on sait que s'ils sont blessés, ils ne sont pas réellement blessés. C'est là que ça va être compliqué, je pense, de vraiment mettre du véritable épique, parce que l'épique, tu peux être visuel, l'épique peut être visuel. Genre à la fin de l'épisode, quand ils font sur le boss serpent tout seul, avec la musique, avec la voix à la japonaise qui est vachement habitée par ce qu'il va faire en mode oh, bonsaï, tu vois, ça fonctionne. Mais ça fonctionne encore mieux quand tu sais qu'il y a un véritable enjeu physique palpable, un danger derrière. Là, on sait que même s'il perd, il risque rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est cool qu'on est dans la découverte. Sur le long terme, comment ils vont réussir dans cette histoire à rajouter vraiment du poids à ce qui se passe, aux événements. Ça pourrait être intéressant. Là, pour l'instant, le ton est prévu. En tout cas, on sent que le ton va être léger et fun. Pourquoi pas? C'est bien aussi des histoires légères et fun. On va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Voilà. Oui. Bon, maintenant que ça s'est dit et que j'ai globalement kiffé, je vais quand même pinailler, parce que tu me connais, je suis un pinailleur, j'aime pinailler. C'est le délire que, vas-y, on a tous des cases de réalité virtuelle, mais on continue d'acheter les jeux dans des boutiques en boîte. Ça m'a choqué, j'ai fait, mais attends, mais... Déjà qu'aujourd'hui, qui c'est qui achète ces jeux en boîte? À part les geeks et vieux de la vieille. Moi, quand je vais dans un magasin de jeux vidéo, je croise que des darons qui savent pas ce qu'ils vont l'acheter.
ou alors des darons qui savent très bien ce qu'ils vont acheter, mais en gros c'est des darons quoi. Je vois rarement, j'ai rarement vu des jeunes aller dans des boutiques de jeux vidéo pour acheter des jeux. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est tout dématérialisé, et dans un monde où t'as l'Oculus Rift++, je vois pas pourquoi tu devrais te déplacer physiquement à une boutique pour acheter un jeu, alors que tu peux juste te connecter sur internet et télécharger le jeu, tu vois. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, après je pense que c'est pour le côté aussi, pour pas être dans le cliché du gars qui reste enfermé dans sa chambre et qui fait rien de sa vie. Il y a le côté, vas-y, j'ai des potes, j'ai des interactions sociales, je sors dehors, j'ai ma boutique préférée, c'est le délire vrai passionné aussi peut-être. Mais ça m'a choqué, juste pour faire je me suis juste fait la remarque. Bon, par contre, il y a le délire des méga grosses boîtes avec un tout petit truc dedans, ça m'a fait rigoler aussi. Bref. Donc pour moi, Sanguiller la frontière, encore une fois, c'est pas un isekai, c'est pas un truc, a priori en tout cas, peut-être qu'au début, après ça va partir en sucette, je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment d'être centré sur la passion du jeu vidéo et sur l'expérience de jeu. Et je dis pourquoi pas, ça peut être super intéressant. Et le fait de l'avoir fait avec une technologie un peu avancée en mode réalité virtuelle, bah ça rajoute un petit peu, comment dirais-je, ça rend le truc un peu plus excitant que juste voir des mecs jouer à la console. Là, on est vraiment dans l'immersion et ça peut être cool. Voilà, donc pour l'instant j'ai beaucoup aimé, le générique de début, le générique de fin est cool, les musiques sont cool, l'animation est vraiment stylée. J'ai vraiment espéré qu'on ait vraiment un combat contre le boss serpent sur le générique de fin, ça a été coupé malheureusement. Mais franchement pour l'instant très très bonne vibe, j'ai pas vu l'épisode passer, je me suis pas ennuyé, c'était très bien et je suis très curieux de voir la suite. D'ailleurs je vous laisse le soin de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse Shangri-La Frontière cette saison, et puis on essaiera de suivre ça chaque semaine, pourquoi pas. Bref, je vous laisse le soin de mettre des commentaires, un petit pouce bleu comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.